Bonjour à tous. Eh bien, nous nous retrouvons ce nouveau lundi pour continuer à découvrir des innovations pédagogiques des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Et aujourd'hui, on va parler du tableau blanc partagé comme outil pour un apprentissage collaboratif et en modalité distancielle. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir deux collègues de l'Institut Agro Montpellier Supagro, donc Claire Masden, qui est enseignante-chercheur à Institut Agro Montpellier Supagro, et Laurent Tesnas de Moncel, qui est enseignant également à Institut Agro Montpellier Supagro. Et donc, pendant qu'ils vont commencer à installer leur écran partagé, je vous rappelle que vous avez deux possibilités de communiquer avec les intervenants et moi-même. La première possibilité, c'est le bouton discussion qui vous permet de donner des informations, d'échanger entre vous et puis de me faire éventuellement part de vos soucis techniques. Et le deuxième bouton que l'on vous encourage vivement à utiliser, c'est le bouton Q&R pour questions-réponses. Et ce bouton vous permet de poser toutes les questions et les intervenants y répondront à la fin de leur intervention. Voilà, je vais rappeler ça par écrit et je donc laisse la parole à Laurent et Claire. Peut-être une présentation complémentaire, Claire et Laurent, et puis ensuite, nous vous écouterons avec plaisir. Merci Philippe. Donc, je suis Claire Marsden, je suis enseignante-chercheur à Montpellier Supagro, comme l'a dit Philippe, et en particulier pour ce qu'on va expliquer ici à l'Institut des régions chaudes, qui fait partie de Montpellier Supagro. Je suis enseignante en écologie du sol, donc voilà, vraiment sciences du sol avec un côté écologie et en termes de recherche, je fais mes recherches sur les organismes du sol dans les écosystèmes cultivés à l'UMR Éco-et-Sol à Montpellier. Laurent, je te passe la parole parce que je pense que tu vas faire tout le début de la présentation. Ok. Le son, vous m'entendez? Bon, bonjour à Oui, on t'entend. tous. Bon, super. Donc, moi, c'est Laurent Tesnas du Moncel. Je suis enseignant à Montpellier Supagro et mes enseignements tournent autour des compétences transversales. Et donc, je coordonne et j'enseigne dans les unités d'enseignement qui traitent de l'expression écrite, l'expression orale, la gestion des conflits, des notions d'interculturalité, les outils collaboratifs, voilà, tous ces éléments-là qui permettent en fait d'acquérir des compétences que l'on va mobiliser, quels que soient les métiers qu'on fasse par la suite. Voilà. L'idée, c'était ça. Donc, avec Claire Marsden, on vous fait une présentation, on va dire que c'est plutôt un témoignage qu'on va essayer de voir assez pratico-pratique sur l'outil numérique tableau collaboratif qui est Miro. Et donc, on s'est proposé de le faire sur Miro. Et donc, on va vous présenter, comme on avait un plan contraint qu'on a trouvé tout à fait super, qui est une première partie sur le contexte de la situation d'enseignement. Ensuite, je vais vous présenter deux expériences un peu différentes de situations d'apprentissage. Et ensuite, c'est Claire Marsden qui vous présentera une autre expérience encore un peu différente et qui conclura aussi sur les intérêts, limites et perspectives de cet outil. Voilà, donc on vous le propose sous Miro. Et en fait, une fois que Claire Marsden aura présenté intérêts, limites et perspectives, on vous propose de vous envoyer le lien URL pour aller sur ce tableau blanc qu'on utilise, pour que vous puissiez aussi mettre votre contribution sous forme de post-it dans un endroit qui sera réservé. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vous présente un peu les éléments du contexte des trois témoignages que nous allons réaliser avec Claire Marsden, qui concernent en fait une première année d'ingénieur qui s'appelle Système agricole et agroalimentaire pour le développement au Sud. C'est une promo qui fait une cinquantaine d'étudiants et étudiantes
qui ont comme caractéristique le fait que c'est des promos très hétérogènes, avec à peu près un tiers étranger, le plus souvent francophone. Et il y a un autre tiers d'étudiants et étudiantes qui viennent d'un concours spécifique, des IUT, des L2, L3 ou BTS. Et puis un troisième tiers, c'est bon, ça tombe juste, sur les concours nationaux. Voilà, ils sont issus des concours nationaux. Et donc, on travaille avec cette promo. Le contexte, un autre élément du contexte, on est dans le contexte de la crise sanitaire Covid, où ça nous a rendu, dès le mois d'octobre 2020, en distanciel obligatoire. Et donc, on a été très tôt obligé, dans le cursus, de présenter aux étudiants tous les éléments que l'on allait utiliser pour travailler en distanciel. Donc, on leur a présenté Ticea, qui est la plateforme un peu Moodle, on va dire, la plateforme Moodle de Montpellier Supagro, où classiquement, les enseignants et les coordonnateurs d'unités d'enseignement déposent des éléments sur Ticea. Et c'est une zone aussi où classiquement les étudiants déposent leurs devoirs. Donc, on a créé aussi un autre espace sur Nextcloud, qui est un peu le nuage de Montpellier Supagro, où là, ça va être un espace où les étudiants, étudiantes et les enseignants vont pouvoir déposer des ressources, des idées, des documents. Pour l'ensemble des cours, on a hésité un petit peu avec Big Blue Button, mais on a très vite réutilisé Zoom. Donc, on fonctionne sur Zoom comme on le fait aujourd'hui. Et on a demandé aussi aux étudiants d'utiliser d'autres outils collaboratifs pour écrire du texte avec Framapad ou pour créer des mini bases de données en utilisant Framacalc. Donc, une petite démarche outil collaboratif origine libre. On a vu aussi que Framacalc, on avait quelques difficultés d'utilisation, donc en fait, maintenant, on utilise Google Sheets. Et puis, on a proposé aussi d'utiliser Miro, notamment pour faire des travaux collaboratifs que l'on faisait auparavant plutôt sous forme de Word Café. C'est-à-dire, Word Café, il y a plusieurs façons de le faire, mais l'idée, c'est que on mettait les étudiants en petits groupes dans des salles avec du paperboard, des feuilles A4, des stylos, des surligneurs, des marqueurs de toutes les couleurs. Et ils devaient contribuer autour d'une question, ils devaient contribuer tous de façon écrite ou illustrée sur un paperboard. On voulait garder cet échange possible. Et donc, l'équipe TIS de Montpellier Supagro nous a très vite proposé Miro et on a adopté Miro à ce moment-là pour donc faciliter la contribution de chacun, voire en petits groupes. Et donc, comme Montpellier Supagro avait un compte Supagro sur Miro, on a utilisé Miro. Donc, la première, donc ça, c'était les éléments du contexte. Là, il n'y a pas prévu d'échange de questions ou de clarification sur le contexte. Non, 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 les questions arrivent à la fin. Hein. Ok, très Et, bien. et elles peuvent être posées au fur et à mesure par les participants. Je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai remis par écrit. Ok, très bien. Donc, je vous laisse me dire s'il y a des questions sur la file de discussion. Okay. S'il faut. Bon. Non, sur la rubrique questions-réponses, ce n'est pas le fil de discussion. Voilà, pardon. Donc, là, le premier témoignage que je voulais partager avec vous, c'est une expérience sur un TD qui permet aux étudiants de réfléchir, voire quelquefois de se positionner sur les différents métiers des filières agricoles et agroalimentaires. Et donc, on a réparti les étudiants par groupe. Donc, c'est ce que vous voyez autour
d'un rectangle, il y a en fait 8 groupes. Ces groupes-là, on les a mis dans des cadres qui s'appellent des frames ou des frames, qui sont en fait des tableaux réservés pour un groupe. Et on leur a dessiné juste préalablement un axe avec d'un côté producteur, un autre côté consommateur. Et dans leur frame, chaque groupe devait utiliser des post-it pour positionner les différents métiers auxquels ils pensent, du producteur au consommateur. Et pour vous illustrer, en prenant beaucoup de recul, les différents groupes qui travaillent. Et donc, quand les individus travaillent, on voit leur identité, c'est-à-dire on voit leur nom, ou bien ils ne mettent pas leur nom et ils restent guest, et puis il y a un nom aléatoire qui se propose, mais on les voit tous travailler dans chacun des groupes. Et ça, donc c'est des groupes de 6, ils travaillent pendant 20 minutes. Et ce qu'il y a d'intéressant pour nous, c'est qu'on peut aller voir dans chaque groupe ce qui se passe et on peut éventuellement aussi poser tout de suite des questions juste de clarification parce qu'on ne comprend pas l'intitulé d'un post-it. Ensuite, dans un deuxième temps, donc là, j'ai juste fait un zoom sur voilà, un groupe, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un axe producteur-consommateur et il se positionne. Des fois, il se positionne, il n'a encore rien marqué, il est en train de réfléchir. Et puis sinon, il va chercher un post-it en haut à droite et il va écrire dessus, il va le positionner au bon endroit. Normalement, on est responsable de ces post-it et on ne modifie pas les post-it des autres. Ensuite, on vient à la phase, on va dire, un peu de restitution, où à ce moment-là, on demande à chaque groupe de prendre 3 post-it, chacun leur tour. Hein. Donc, il y a un groupe qui va utiliser 3 post-it et va les positionner au centre, sur l'axe qui est disponible pour la restitution. Il en place 3, le groupe suivant en place 3, le groupe suivant en place 3, chaque fois des 3 différents. Il en profite pour supprimer ceux qui sont redondants sur son cadre, là, sur son groupe. Et on tourne jusqu'à épuisement des post-it. Et donc, on a bien une restitution en plénière avec chacun qui se balade sur le centre, là, où il y a la restitution collective. Au final, si je fais un petit zoom sur la diapo, sur le cadre, on va dire, où toutes les restitutions sont compilées, on a mis des post-it, on a aussi rajouté du dessin, voilà, on peut rajouter de l'illustration, et donc on a, on va dire, un cadre qui tient compte des apports de chacun des 8 groupes. Voilà. Donc ça, c'était un premier témoignage. Ça a été très intéressant là pour le niveau d'activité de chacun. Et je dirais, ce qu'il y avait aussi d'intéressant, c'est que dans chaque groupe, il n'y a pas eu de leader, parce que le fait d'utiliser Miro, chacun peut faire un post-it. Et donc, c'est intéressant parce que voilà, chacun le fait à son rythme et à son initiative. Et à aucun moment, il y en a un qui prend le papier, qui prend le marqueur, qui prend le stylo et qui dit, alors bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Quelquefois, l'animateur qui a le stylo essaye de hiérarchiser, de valider quand on est en présentiel. Là, en distanciel, il n'y a pas du tout eu cet effet-là. La deuxième expérience, le deuxième témoignage, c'est à l'occasion d'un TD que l'on fait sur toujours auprès de ces 50 étudiants ingénieurs première année SANS, un TD que l'on fait autour des 4 dimensions culturelles universelles et où globalement, si vous voulez, le message, c'est de leur dire ce qui est important, c'est qu'on ne doit pas essayer d'avoir tous la même culture. On a des cultures différentes, mais ce qui importe, c'est de repérer les écarts culturels et pour arriver à mieux les gérer. Donc, le message, c'est juste ça. Et donc, comment la question se posait au niveau de l'apprentissage de comment illustrer ou comment parler de ces écarts interculturels
dans cette promo, encore une fois, qui est très diversifiée, très hétérogène. Et donc, en fait, ce que j'avais du mal à faire en présentiel devant 50 étudiants, là, j'ai eu des facilités pour le faire avec Miro. J'ai fait, par exemple, donc j'ai tiré un premier axe qui étire entre les deux pôles d'une des dimensions culturelles universelles qui est l'individualisme ou le collectivisme. Donc, entre ces deux pôles, je leur ai juste demandé, mettez un post-it avec vos initiales en essayant de le positionner à l'endroit où vous pensez qui correspond à vos actions, à ce que vous pensez de ce que vous connaissez de vous, de vos actes, de vos discours. Vous pensez que vous êtes où? Et donc, en fait, sur une cinquantaine de personnes, ils étaient libres. Ce n'était pas obligatoire du tout de s'exprimer là-dessus, mais il y a quand même eu presque une vingtaine de personnes qui se sont positionnées. Et on voit que, par exemple, il y a peut-être une certaine homogénéité sur la distribution des post-it qui sont assez centrés vers une tendance vers l'individualisme. L'idée, c'est que les gens contribuent et puis surtout, ils voient le groupe, où se positionne le groupe. Et donc, ça permet aussi aux gens, sans que nous, on le sache nécessairement en tant qu'enseignants, les gens peuvent repérer s'ils sont loin des autres ou non. J'ai choisi un autre axe qui est la grande distance hiérarchique ou la courte distance hiérarchique. Et là, c'était un autre message aussi que portait la promo, c'est que en fait, sur cet axe-là, nos jeunes actuellement, globalement, ils sont plutôt sur une courte distance hiérarchique. Et donc voilà, c'est une information, ils se repèrent eux-mêmes par rapport au groupe. Le dernier axe, c'était sur le contrôle de l'incertitude. Le contrôle de l'incertitude, c'est cette dimension qui fait référence à la manière dont les membres d'une société abordent le risque. Est-ce qu'ils favorisent la prise de risque ou est-ce qu'ils favorisent l'évitement du risque? Et donc là, on voit, et c'est ce qu'il y a d'intéressant, c'est que là, il y a une diversité des situations qui fait que vraisemblablement, quand on crée des groupes hétérogènes, on va avoir des grands écarts. Et donc, la question qui se pose après, une fois qu'on les a bien visualisés, c'est de se dire, tiens, comment on va gérer ces écarts-là? Et vraisemblablement, c'est un sujet de discussion pour que les groupes soient dans une bonne dynamique. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand on les laisse travailler sur Miro, comme ça, quelquefois, évidemment, quand ils n'ont rien à faire, ils restent sur Miro et puis ils en profitent pour illustrer des propos. Donc voilà, quelquefois, il y a on va dire peut-être des dérapages, mais est-ce que ça gêne l'atteinte des objectifs? C'est à discuter aussi. Voilà. Ça, c'était les 2 premiers témoignages. Je laisse la main maintenant à Claire Marsden. J'arrête mon partage d'écran et je te laisse. C'est bon, ça marche? Oui, tu remettras ton micro, Claire. Tout à fait, merci. Donc voilà, je pense que j'ai partagé mon écran. Est-ce que c'est OK? Très bien. Très bien. Voilà, donc j'enchaîne sur mon 3e témoignage qui est un petit peu complémentaire de celui de Laurent, j'espère. Donc, en ce qui me concerne, en fait, Miro, je connaissais déjà avant la situation de confinement qu'on a connue ces derniers temps, parce qu'on avait déjà mis en place avec ma collègue Elsa Balini des TD où on utilisait Miro, où on testait en fait l'utilisation de ce type d'outils, même d'ailleurs en présentiel. Je reviendrai là-dessus en fait dans la partie intérêt perspective. Je pense que ça peut être intéressant de confronter les expériences. Mais là, en fait, je vous présente une expérience qui est effectivement une adaptation au confinement pour recréer un TD que je réalisais en présentiel avec les étudiants qu'a déjà présenté Laurent, hein, les étudiants de première année SAD, donc issus de grande diversité de cursus et arrivant en première année de l'école d'ingénieur, certains avec très peu de notions en fait sur ce que j'enseigne, notamment en fait le fonctionnement général des écosystèmes. Contrairement à des étudiants qui sortent d'une prépa, il y en a beaucoup là qui ne sortent pas d'une prépa et qui ont des notions manquantes. Et dans ce cadre-là, j'avais besoin, pour une unité d'enseignement qui s'appelle écosystème terrestre, que les étudiants soient dans une situation où ils puissent faire les liens entre les notions qu'ils apprennent
comprendre qu'en fait, il peut y avoir des liens entre des choses qui sortent en cours d'hydrologie, d'autres qui sortent en cours de sciences du sol, d'autres en biogéochimie, et qu'en fait, tout ça participe aux mêmes fonctions, fonctionnement des mêmes écosystèmes. Donc, pour faire ça, classiquement, ce que je demandais aux étudiants, c'était de travailler à partir de petits mots-clés, comme vous voyez en fait sur ce schéma que j'affiche là, vous voyez en bas là des post-it en fait avec des mots-clés, climat, argile, capacité d'échange cationique, des choses comme ça. Et je demandais à des groupes d'étudiants de produire des schémas conceptuels. Ils faisaient ça sur papier avec des post-it, des flèches, etc. Et chaque groupe d'étudiants devait aboutir à un thème, un enjeu que je trouvais important. Par exemple, sur ce schéma-là, il devait aboutir à la nutrition potassique des plantes. Et donc, il devait mettre en lien en fait les différents points, choisir les mots-clés qui étaient importants et les mettre en lien avec des mots explicatifs. Donc, je donne juste un petit exemple. Ici, sur cette image, c'est une photo du type de schéma qu'on produisait avant sur papier. Là, dans l'occurrence, c'est pour la nutrition azotée des plantes. Et puis, ici à droite, un exemple tiré d'un groupe qui a travaillé l'an dernier en version distancielle sur Miro. Donc, ils ont abouti à ce type de schéma où on peut fortement critiquer le contenu du schéma, comme toujours, mais ce que je constate, c'est que l'intérêt vraiment, c'est que ces étudiants étaient capables de voir qu'il y avait par exemple des liens entre des choses comme l'intensité des pluies et des flux d'azote, ainsi que faire des révisions sur le fonctionnement du cycle de la matière organique et comment en fait ça fournit de l'azote aux plantes. Alors, je ne vais pas rentrer plus loin sur le fond thématique, mais en tout cas, comment je m'y suis prise pour développer ce TD en version distancielle. Donc, pour commencer, en fait, j'ai créé un template, un TD vierge. Donc, est-ce que je peux cliquer dessus? Non, je vais juste faire un mini arrêt de partage d'écran pour aller sur l'autre. Voilà, hop, et repartager. Donc, là, c'est pour vous donner une idée de ce que je prépare avant d'aller en TD. Donc, ce que je prépare, c'est un tableau blanc organisé avec une vue générale, avec des explications ici en haut à gauche sur lesquelles je vais aller zoomer, sur les espaces de travail des différents groupes d'étudiants, et puis un espace pour faire une synthèse au final. Et je les prépare comme on l'a fait en fait pour la présentation qu'on vous montre avec Laurent. Donc, on met ce qu'on appelle des frames, enfin des cadres qui vont zoomer sur les différentes parties du tableau pour faciliter en fait la présentation au moment où on se retrouve à expliquer par exemple l'exercice au public. Donc là, je vais justement me mettre en mode présentation pour aller voir le premier petit cadre où je donne en fait, j'écris à l'écran les objectifs de cette séance et les modalités. Je ne vous les détaille pas, mais je donne le timing, donc combien de temps chaque groupe a travaillé sur chaque enjeu, comment ils s'y prennent, etc. Un petit exemple, je ne vais pas détailler, mais pour leur dire le type de schéma que j'attends en fait en sortie d'exercice, donc un schéma avec des liens conceptuels, c'est-à-dire des mots-clés reliés par des explications de ce qui lit ces mots-clés. Et puis, bon là je passe vite, c'est les espaces de travail des différents groupes. Voilà, donc chaque groupe va ensuite, une fois qu'il a accès au Miro, que je leur donne juste sous forme d'un lien, ils vont se loguer dessus et ils vont aller se mettre dans le cadre qui correspond à leur numéro de groupe. Et enfin ici, un espace partagé où j'ai pu créer le schéma de synthèse avec eux en mettant moi-même rapidement les flèches en soutien de ma parole. Donc, je leur explique le schéma qu'on peut construire de manière générale pour synthétiser un peu l'ensemble. Une fois que chaque groupe a en fait présenté les schémas auxquels ils avaient abouti, on fait une sorte de schéma de synthèse générale tous ensemble, où c'est moi-même qui mets les flèches comme j'écrirais un schéma au tableau pour faciliter un peu le suivi de ce que je leur raconte. Et puis, je me mets toujours un petit rappel pour moi, le schéma en dessous dans mon exposé pour ne pas oublier ce que je veux leur raconter. Et en fait, ce qui est important là-dedans pour préparer ce genre de TD, c'est qu'il faut en fait avoir prévu un template, une version vide, et il faut l'avoir dupliqué avant la séance de TD. Parce qu'une fois que les étudiants dessus, il y a des trucs qui bougent dans tous les sens.
Et il y a des choses qui peuvent être modifiées. D'ailleurs, en fait, c'est aussi une autre chose que je vous recommande vraiment, c'est d'aller sur les différents espaces et de vous assurer de les loquer. Donc là, par exemple, je l'ai déjà fait. Donc, si je viens sur ce frame et que je clique dessus, vous voyez que j'ai la possibilité là de cliquer sur le petit cadenas qui permet en fait de figer l'objet et donc de s'assurer que c'est un petit peu plus difficile pour tout un chacun de les modifier. Alors, par rapport à ce que présentait Laurent tout à l'heure, on voyait en fait les petites flèches avec les couleurs, avec tous les noms qui se mettaient sur l'écran. Ça peut être assez désagréable pour le suivi en fait de ce qui se passe. Donc, on peut l'afficher ou pas. Vous voyez ma souris qui dit Show Collaborators Curses. Donc, si on veut les voir actifs, mais on peut aussi les cacher pour ne voir que ce qui est en train de se construire sur le schéma. Donc, oui, donc je conseille de dupliquer en fait l'espace avant de faire le TD. Comme ça, vous bénéficiez d'un TD vierge pour l'année suivante. Et vous pouvez avoir en mémoire ce que vous avez produit l'année en cours. Voilà. Alors ensuite, pour revenir à notre présentation. Donc, pendant le TD, comment ça se passe? Concrètement, j'utilise une Zoom. Donc, les étudiants sont connectés sur Zoom. Je leur fais la présentation du TD, puis je fais une salle séparée par groupe. Et puis, je navigue entre les salles pour aller voir ce qu'ils sont en train de raconter, quelles discussions ils ont dans chaque salle, et pour les aider en fait à construire leur schéma. Et pendant ce temps, je suis aussi leur production sur Miro. Et ce qui est aussi assez sympa, c'est qu'à la fin du TD, on a la possibilité d'exporter les contenus qui ont été créés. Donc, si je reviens sur mon exemple de tout à l'heure, hop, par exemple, mon schéma là, final, hop, si je clique dessus comme ça, voilà, que mon truc soit coopératif. Et je peux faire, non, c'est pas ça que je veux faire, oui, hop. Je peux faire export sous forme de CSV. Donc, en fait, ça veut dire que ça va créer un fichier Excel avec le contenu de tous les contenus textuels de ce qu'on a produit. Mais je peux aussi... je sais pas pourquoi il veut pas. Ah, voilà, c'est parce qu'il faut que je le déloque. Excusez-moi, voilà. Donc là, je clique dessus et je peux lui demander d'exporter sous forme d'image aussi. Donc, vous voyez, je peux, par exemple, produire un PDF que je peux sauvegarder sur mon ordinateur et qui peut être la mémoire de ce que le groupe a produit. Là, je ne vais pas le faire. Voilà. Donc, en bilan, en fait, j'ai beaucoup apprécié en fait, ce TD sous format Miro, alors que je me disais, j'appréhendais un petit peu ce passage entièrement en distanciel pour ce TD. Mais j'ai trouvé ça très favorable en fait, à l'apprentissage. Les étudiants aussi, je leur ai demandé un petit échange oral à la fin du TD. Ils ont été très favorables à cette modalité parce que ça leur a permis d'être acteurs, actifs, de réellement se poser les questions à la fin de cette unité d'enseignement sur les liens entre les différentes briques de connaissances qu'ils construisaient dans leur tête, de confronter en fait leur compréhension à celle des autres. Ça, c'est l'intérêt de l'apprentissage collaboratif de manière générale, et qui était vraiment permis dans ce TD-là par la discussion qu'ils étaient obligés d'avoir entre eux pour le placement des petits post-it. Comme c'était moi qui leur fournissais en fait des éléments qu'ils pouvaient mettre sur leur schéma, il y avait une première étape de choix. Quels étaient les éléments qu'ils allaient mettre sur leur schéma? Pourquoi? Donc ça, ils en discutaient en groupe. Et puis, quels étaient les liens entre ces éléments? Et ça aussi, ils devaient en discuter en groupe. Donc, ça a bien marché avec ce format Zoom plus Miro. Donc, pour revenir à notre présentation en général, si j'arrive maintenant sur les limites, les intérêts, les limites et les perspectives de cet outil de tableur collaboratif, et Miro en particulier. Il y a toute une richesse de fonctionnalités qu'on peut exploiter en fait sur Miro. Là, on vous en a présenté très peu, mais les étudiants peuvent ajouter des émoticônes, ils peuvent ajouter des icônes, ils peuvent faire des dessins, ils peuvent importer des schémas, des choses comme ça. Ils peuvent importer des schémas déjà préconstruits, type des schémas de management de projet, etc. Enfin, il y a tout un tas de schémas types qui peuvent importer en fait dans leur tableau pour faire quelque chose de plus rapide.
Donc voilà, il y a tout un tas de fonctionnalités. Ils peuvent aussi réagir sur les productions des autres. Il y a une fonctionnalité vote, par exemple. On peut demander aux gens de voter, ouvrir une session de vote, demander aux étudiants de voter pour le schéma qu'ils ont trouvé le plus beau, par exemple, le plus intéressant. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Dans notre utilisation à nous, qui est plus simple, comme vous avez vu, en fait, ça a facilité l'aspect présentation. Quand les groupes nous faisaient une présentation de ce qu'ils avaient produit, par exemple, typiquement ce qu'on faisait avant sur des paperboards, des posters. Parfois, quand on est au fond de la salle, on a du mal à voir ce qui est écrit sur le poster. Finalement, quand on est tous sur Zoom en train de suivre sur Miro, eh bien, c'est assez simple d'aller zoomer, d'être emmené par l'orateur sur les différentes parties de leur schéma. La capitalisation des séances, c'est plus facile. Hein, garder des posters en mémoire, il faut prendre des photos, etc. C'est un petit peu plus lourd potentiellement. Là, on a des fichiers PDF qu'on peut diffuser. C'est très pratique. Ensuite, en termes de participation, ça permettait vraiment cet apprentissage actif, hein, participation très active, vraiment de l'ensemble des étudiants. Hein, je rejoins ce que disait Laurent. Ils sont à l'initiative et puis ils peuvent co-construire, donc participer vraiment à faire un schéma ensemble et chacun avec leurs petits apports. Donc, c'est très intéressant pour ça. Donc, les situations pédagogiques qu'on a vécues, on les a trouvées intéressantes. Hein. Des situations de réflexion collective, à la fois sur des thématiques, mais sur soi, dans les exemples qu'a présenté Laurent. Et comme Laurent le disait, ça permettait, par exemple, aussi d'éviter ces notions de prise de pouvoir que peuvent avoir certains étudiants quand ils manipulent les stylos sur un paperboard. Sur l'outil lui-même, est-ce que les étudiants ont rapidement pris le pli de comment utiliser cet outil? Oui, ils ont fait une prise en main très rapide. Alors, dans le cadre de Laurent, c'était, je pense, aidé par des formateurs du service TIS qui ont donné un panorama d'entrée sur comment on utilisait Miro. Dans mon cas, j'ai aussi utilisé Miro avec des groupes d'étudiants qui ne l'avaient jamais utilisé de leur vie et qui s'y sont mis en 5 minutes sans problème. Alors, il y a juste un petit souci, hein, sur téléphone portable, c'est plus compliqué. Donc, il vaut mieux quand même vraiment être équipé d'un ordinateur. Donc, là, j'écris qu'il y a une appropriation par les étudiants, mais que c'est un logiciel non libre. C'était là, d'ailleurs, que je mettais le petit pouce vers le bas. Hein. Je n'avais pas bien locké le contenu de mon frame, donc c'est encore un petit écueil de Miro. Il faut faire attention à ça. Le petit pouce vers le bas, c'était pour le logiciel non libre. J'ai vu qu'il y avait une question dans le question-réponse concernant le fait que Miro n'était pas forcément un outil à utiliser dans toutes les circonstances, peut-être pas très sécurisé, etc. C'est tout à fait possible, je ne me suis pas renseignée là-dessus. Mais ce que je vois par ailleurs, c'est qu'il y a une version gratuite qui permet de créer des tableaux blancs interactifs, mais qui limite quand même beaucoup les fonctionnalités, notamment le partage d'un écran à un grand nombre d'utilisateurs. Ce que nous, on peut faire via le compte Supagro. Et donc, j'ai vu en fait des étudiants se réapproprier cet outil parce qu'ils l'ont trouvé pratique en cours. Je les ai vus se le réapproprier dans le cadre de leur projet. Ils le font moyennant des petits artifices pour être capables de tous interagir dessus. Ils se prennent tous un même compte, par exemple, pour pouvoir interagir dessus. Et c'est un petit peu moins pratique pour eux du fait qu'ils n'ont pas un accès payant. Et pour terminer, alors est-ce qu'on va penser à utiliser cet outil en présentiel, finalement, on a vu qu'il y avait des avantages par rapport à un outil par rapport au fait de travailler en groupe sur des paperboards dans une salle. Est-ce qu'on va finalement réunir les étudiants dans une salle, mais leur proposer de créer des schémas, par exemple, sur un format informatique sur Miro en salle? Ça, c'est une utilisation que j'ai déjà testée avant le Covid, en fait. Avec ma collègue Elsa Balini, on a un TD qu'on voulait tester en format salle immersive, outils connectés, pour voir si ça pouvait nous apporter des bénéfices. Alors, il y a tous les bénéfices que j'ai déjà présentés, hein. Capitalisation facile, facilitation des présentations des productions visuelles en groupe. Mais on y a vu quand même un petit effet parasite important, qui était que c'était un TD où on demandait à des personnes de créer en fait un schéma ensemble après une réflexion de groupe sur la base de documents qu'ils avaient lus, de documents bibliographiques qu'ils avaient lus, qui leur présentaient des mécanismes en fait
le lien entre santé du sol et santé des plantes. Et donc, ils devaient représenter ces mécanismes sur un schéma commun. Et ça nécessite en principe un gros échange de connaissances et de compréhension entre les étudiants pour construire ce schéma. Et c'est ça, en fait, l'intérêt de ce travail de construction de schéma collaboratif. Ça permet justement cet échange qui crée l'apprentissage. Et malheureusement, quand on mettait l'outil Miro au milieu, on voyait que les étudiants, en fait, se mettaient rapidement sur l'ordinateur, chacun de son côté, et ils mettaient plein de petits bouts sur un schéma, mais sans vraiment de concertation collective. En tout cas, ce n'était pas le cas de tous les groupes, mais c'était le cas dans beaucoup de cas. Et ça, ça nous a mis un peu une puce à l'oreille quand on s'est un peu inquiété par rapport à ça. Donc, je pense que si on veut utiliser ce type d'outils en présentiel, il faut vraiment formaliser, en fait, les temps d'échange et de construction collective du savoir et les séparer, en fait, des phases plus techniques. On rajoute des petites bidouilles sur un tableau blanc en ligne. Ça, c'est pour mon petit retour personnel à moi. Je pense que ça va se nourrir aussi de nos futures expériences. Laurent, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur cette présentation d'intérêt et de perspective. Laurent, tu n'as pas mis le son. Non, c'est bon. Alors, suite à ça, donc, ce qu'on vous propose, c'est on vous propose, si vous voulez, pendant qu'on répond aux questions, de tester, si vous avez envie, pour ceux qui n'ont jamais utilisé Miro. Donc, c'est dans quel fil de discussion que je dois mettre le lien, Philippe? C'est dans la discussion? Oui, tu le mets dans la discussion, oui. Voilà, donc pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, n'hésitez pas à aller dans le bac à sable qui est tout en haut du schéma et faire vos petits tests pour rajouter des éléments. Donc sur la gauche de votre écran, si je sors de la présentation, vous allez le voir. Sur la gauche de votre écran, vous avez tout un tas d'outils. Ici, vous pouvez par exemple prendre du texte et noter Hello. Voilà. Peut-être montrer le post-it. Vous pouvez prendre des post-it. Voilà, du vert, moi j'aime bien le vert. Et puis dire, vous pouvez noter votre question, par exemple. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas. Vous pouvez mettre, vous pouvez nous dire que c'était nul ou que ça vous fait réfléchir. Enfin voilà, lâchez-vous. Ok, merci beaucoup Claire et Laurent. Donc lâchez-vous, ceux qui restent en participant, n'hésitez pas à mettre à tester les différentes fonctionnalités. Pendant ce temps-là, effectivement, il y a quelques questions. Alors, concernant le choix de Miro, bon, vous avez une équipe TIS à Supagro qui a fait tout un travail d'inventaire des différentes fonctionnalités des outils. C'est vrai, pourquoi? Alors, il y a un certain nombre d'établissements qui n'ont pas choisi Miro. Vous savez pourquoi ils ont choisi Miro plutôt que Klaxoon ou plutôt que d'autres des outils open source? Alors, je vois qu'il y a Gilles qui est connecté, mais je ne pense pas qu'il puisse parler. Si je comprends bien, comment je peux le faire monter, mais non, je peux le faire monter. On va voir s'il répond en attendant que… Je peux lui donner juste la parole. Gilles, est-ce que tu nous entends? Gilles, je t'ai donné la parole. Je pense qu'il est peut-être pas… il est parti, on n'aurait pas dû. Voilà. Ah si, le voilà. Voilà. Gilles, tu peux mettre ton son et tu peux dire pourquoi vous avez choisi Miro. Bonjour à tous, c'est juste suite à un benchmarking en fait, qu'on a vu les différentes possibilités des différents outils et on s'est arrêté sur ce choix-là parce que ça proposait des multiples fonctionnalités qui étaient intéressantes. Donc du coup, on s'est arrêté sur cet outil suite à un benchmark en fait des différents outils et on s'est arrêté sur celui qui proposait le plus de fonctionnalités en fait. Et vous aviez regardé Klaxoon ou pas? Parce qu'il y a un certain nombre qui ont choisi Klaxoon parce que justement, c'est une entreprise française. Je ne sais pas pourquoi Klaxoon n'a pas été retenu à la fin. Ça, il faudrait plutôt demander à une autre personne qui n'est pas là, je pense, aujourd'hui. Okay. Donc, je ne saurais pas qu'est-ce qui a fait que si c'était français ou pas. Je crois qu'on ne s'est pas arrêté à
on s'est arrêté vraiment aux fonctionnalités, en fait. Et En du fait, coup, moi, je me souviens que, pardon, en oui, fait, vas-y. cet outil, il a été choisi il y a pas mal de temps, en fait, quand Oui. il s'appelait encore Real-Time Bot, je crois, ça s'appelait pas encore Miro, et je pense qu'il y a eu des changements. Si ça se trouve, c'est aussi un benchmarking qui a été fait à une époque où il y avait moins d'outils disponibles, c'est possible. Oui, c'est possible. OK. Et ça coûte cher à l'année pour un établissement comme le vôtre? Je ne connais pas le prix. Non, je ne connais pas le prix. Bon, ben, vous discuterez avec Christine sur Oui, oui, on lui ces. enverra les Ouais, informations. ouais. Et donc, bon, après, concernant les fonctionnalités, vous nous avez montré que. Enfin bon, vous nous avez quand même montré beaucoup de tableaux blancs. Vous parliez d'outils de gestion de projet ou d'outils en termes de grands types de fonctionnalités en dehors du tableau blanc. Vous avez un peu repéré les autres fonctionnalités? Bon, moi, j'ai pas trop utilisé ça, mais je sais que j'ai vu qu'il y en avait. Donc, c'est où déjà? Tac, tac, tac. Si on veut mettre, c'est là. Vous voyez encore mon écran. Donc, on peut mettre différents types de choses. Template. Là, il y a flowchart, il y a mind map, il y a différentes choses que je maîtrise pas trop d'ailleurs. Voilà, différents types de diagrammes. Qui peuvent être utilisables dans différentes circonstances. Oui, oui, c'est très riche. Voilà. Par Après, exemple, nous, personnellement, c'est pas. Enfin, je pense qu'un outil assez basique me conviendrait très bien pour les utilisations que j'en fais. Mais je me suis servi de ça parce que l'équipe TIS nous avait présenté cet outil, que je trouvais que ça pouvait être pratique. Mais c'est vrai que s'il y a des outils même un petit peu moins riches en fonctionnalités que j'utilise au final pas tant que ça. Moi, vraiment, c'est l'outil tableau blanc collaboratif que je trouve super. Laurent? oui, tout à fait. Nous, on l'a aussi un petit peu utilisé quand on veut faire du mind mapping pour réfléchir à un objectif, les buts et finalités, les moyens à mettre en œuvre. Donc, pour construire collectivement et visionner tous à distance la même chose, on a aussi utilisé comment on dit en français, le template, là, le modèle d'arborescence. Mais voilà. Donc, ce qui est étonnant aussi, je dirais, c'est, on en parlait ce matin encore, c'était le fait que nous, en tant qu'enseignants, moi, j'ai mis un peu de temps à m'habituer à Miro et à capter les 4-5 fonctionnalités qui m'intéressaient. Et comme j'avais du mal à l'expliquer aux étudiants, on a sollicité l'équipe TIS qui a bien voulu, pendant un quart d'heure au début du TD, faire une formation très courte et rapide auprès des étudiants. Et en fait, on se rend compte que les étudiants ont une vitesse d'apprentissage qui dépasse largement notre vitesse d'explication. Et donc, en fait, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de dire, ben voilà, ça existe, on l'utilise, c'est intéressant. Et en fait, ensuite, les étudiants vont bien plus loin que nous, que moi en tout cas, il me semble. Ouais. OK. Moi, j'avais deux questions. Concernant les interactions, vous dites finalement, c'était bien, c'est que les interactions au sein du groupe, ça marche mieux que finalement quand ils sont en présentiel où ils ont tendance à être un peu chacun sur leur tableau. Moi, c'est entre groupes, parce qu'en présentiel, l'avantage, c'est que entre tables, ils peuvent aussi communiquer et du coup apprendre entre groupes. Est-ce que là, du coup, il n'y a pas d'apprentissage entre groupes? Si, c'est possible, en fait, il suffit de le ménager sur Zoom. Donc, par exemple, dans Laurent, tu veux peut-être parler de ton premier exemple? Oui, c'est que en fait, on peut créer des salles sur Zoom où finalement, au niveau audio, ils sont dans un groupe, mais bien qu'ils soient dans un groupe sur Zoom, quand ils sont sur Miro, ils peuvent très bien aller voir ce que sont en train de construire les autres groupes. Donc, je dirais, dans notre situation, là, il y avait pas de lien audio entre les groupes, mais il y avait un lien Miro. Et donc, les gens, on les voyait bien se déplacer d'un groupe à l'autre pour chercher des idées. Hein. Ouais. Et moi, en fait, même dans mon utilisation, il y avait bien j'ai fait 2 phases dans mon Zoom, en fait. Une première phase enfin 3 phases même. La première phase où on était tous ensemble en classe entière pour présenter l'exercice. Une deuxième phase où ils étaient par groupe
pour construire leur schéma. Et une troisième phase où en fait, on a fait le tour des différents schémas. Donc, chaque groupe prenait la main sur la présentation, partageait leur écran sur Miro pour présenter leur schéma. Et en fait, justement, cette présentation entre groupes et les discussions entre groupes a été facilitées par le fait qu'on y voyait mieux, en fait, que dans beaucoup de salles de classe ou sur un petit poster, parfois c'est un petit peu difficile pour l'ensemble de vraiment voir ce qu'il y a sur le poster. Alors que là, il y avait une facilité de présentation. Après, dans ce que tu disais, Philippe, ils ont une meilleure interaction en distanciel qu'en présentiel. Je pense que ça dépend vraiment de la situation qu'on arrive à créer et puis aussi des profils d'étudiants. Il y en a qui sont rebutés dès qu'on est devant un écran d'ordi et qui ont vraiment besoin du contact physique. Je pense que ça dépend quand même pas mal de comment on aménage les consignes. Comme je disais, d'utiliser Miro en présentiel, je trouvais que ça avait pu créer un bug dans le sens ils avaient envie de se lancer sur ces petits outils rigolos où ils peuvent faire plein de bêtises sur leur écran plutôt que de travailler à la construction collective. Et donc ça, c'était un petit écueil qu'il fallait arriver à éviter par la construction de l'exercice en lui-même, quoi. Et maintenant, en termes de temps, de quantité de travail amont et pendant que ça représente pour vous, est-ce que l'usage de Miro vous oblige à passer beaucoup plus de temps de préparation et est-ce que en termes de temps pour les activités, ça vous prend plus de temps ou moins de temps dans les activités d'apprentissage? En tout cas, est-ce que ça vous oblige de séquencer beaucoup plus, de créer beaucoup plus d'activités d'apprentissage qu'en présentiel? Moi, je dirais globalement, ça dépend de la situation d'apprentissage. Par exemple, moi, dans mon exemple, je leur fais créer du matériau. Donc, j'ai juste dessiné des axes et fait des frames et après, ils bossent. Alors que la préparation est, je pense, beaucoup plus longue, Claire, quand toi, tu prépares le matériau pour qu'il l'agence. Oui, mais il suffit que je le fais une fois, en fait. C'est ça qui est important, c'est de le faire une fois et de penser à se sauvegarder ce qu'on a fait et pas avoir à tout refaire chaque année. Si j'ai à tout refaire chaque année, là, c'est long, effectivement. Mais en prenant un peu ces précautions et en se préparant un peu correctement, c'est du travail qu'on peut réinvestir. Après, sur le temps pédagogique, moi, en tout cas, mon TD était relativement court. Ça durait où il y avait à peu près 1 heure de travail en groupe. Et j'ai pas ressenti de lassitude au sein d'un groupe sur le fait de travailler sur une activité, mais parce qu'ils ont, je pense, ressenti un intérêt à l'exercice. Donc, je rejoins Laurent, je pense que ça dépend vraiment de chaque format. Et j'ai pas tellement ressenti de différence par rapport au distanciel pour ça. Après, c'est plus, peut-être qui est un peu plus compliqué, mais ça, c'est pas lié à Miro, c'est plus lié à Zoom. De manière générale, gérer plein de groupes, ça devient une gymnastique assez compliquée, quoi. Créer des groupes, les mixer, les machins, les trucs, ça, enfin, c'est tout un truc à apprendre, quoi. Et ça peut être long et pénible. Moi, Et je dirais juste pour compléter, par rapport au présentiel, j'ai l'impression que le changement de salle, le passage du travaux de groupe à la restitution en plénière, tout ça, ça va beaucoup plus vite. Puisqu'ils ne se déplacent pas physiquement entre deux salles, parce qu'il n'y a pas de moment de pause, de convivialité. Malheureusement, on abrège tout ça. Donc, je dirais que ça va plutôt plus rapidement, en dehors des aspects qu'on vient de soulever, quoi. oui, et on démarre plus à l'heure, etc. Oui. OK. Et une question sur l'évaluation de ces activités, l'évaluation des apprentissages. Là, vous disiez tout à l'heure, finalement, ils apprennent bien. Vous trouvez que les activités collaboratives en ligne comme ça permettaient d'apprendre peut-être mieux, bien, bon, en tout cas,
comment est-ce que vous avez évalué ça? Est-ce que vous avez comparé des évaluations d'apprentissage en ligne et en présentiel, et que vous voyez qu'il reste plus de choses à partir du distanciel qu'à partir du présentiel ou pas? Par exemple, Alors, si, Claire, ouais, je vais quand peut-être. j'ai vu ton tableau avec tes post-it et ton tableau avec ton tableau Miro, ça veut dire que tu as fait les deux. Ou Laurent aussi a fait les deux certainement? En fait, j'ai pas d'évaluation formelle sur ce TD parce que c'est un TD plus de préparation à l'examen, donc bon, c'est difficile de juger la réussite à l'examen comme étant attribuable à ce seul TD forcément. Mais par contre, je trouve que les productions que j'obtenais en termes de qualité des schémas obtenus, elles étaient finalement meilleures en fait sous Miro. Peut-être qu'il y avait plus de focalisation des étudiants, moins de parasites que dans une salle où il fallait qu'ils bougent entre salles et tout ça, c'était un petit peu compliqué. Donc au final, j'étais plutôt satisfaite en fait de la qualité de ce que je voyais et des discussions aussi que j'ai eues avec chaque groupe. Je trouvais moi, je trouvais qu'en fait, l'apprentissage en avait été amélioré. Ok. Laurent? Oui, moi, je ne parlerai pas de l'évaluation de l'apprentissage, mais les interactions entre l'enseignant et les apprenants est beaucoup plus. Les interactions sont plus nombreuses. Par exemple, quand un groupe travaille sur Miro, moi, je peux très bien me déplacer sur Miro et réagir tout de suite sur une question de clarification parce que je ne comprends pas un post-it. Je peux leur poser des questions et puis dans la seconde, je vais dans un autre groupe et je vais poser une autre question de clarification. Un petit peu comme Zoom, dans Zoom, ça prend un peu plus de temps. Il faut le temps que je change de salle pour faire des apports à des groupes. Il faut que j'observe. Là, sur Miro, je vois tout de suite ce que chacun met, et toutes les contributions, et je peux réagir très rapidement à tous les niveaux. Et ça, je trouve que pour l'étudiant, c'est sympa, quoi, aussi. Mm. Mm. Ok. Et Alors, il y a une. ouais, les étudiants aussi, ils ont la possibilité, pardon, d'exporter ce qu'ils veulent en fait sur un tableau Miro, et ça, c'est pas mal aussi. Quand j'ai montré la fonctionnalité exportée sous forme de fichier PDF ou quoi, les étudiants peuvent le faire. Et d'ailleurs, dans certaines séances, j'ai demandé aux étudiants de le faire et à les bancariser sur un site parce que j'avais pas le temps tout en faisant mes explications, et ça a très bien marché. Donc, on peut aussi les responsabiliser pour Merci. capitaliser eux-mêmes. Ça répondait à une question de Mounia. Il y avait une question de Gabriel concernant les usages en dehors de l'enseignement, par exemple dans les réunions d'équipe ou dans les réunions, dans les séminaires recherche. Est-ce que vous avez du coup développé l'usage aussi, puisqu'on était en distanciel aussi dans les autres activités? En ce qui me concerne, non. On utilisait parfois déjà des outils plutôt mind mapping comme Frein Mind Map ou ce genre de choses. J'ai pas eu l'occasion de proposer cette utilisation-là pour des réunions d'équipe. Par contre, ce que j'ai fait, c'est pour créer une carte dans mon UMR, une carte de félicitations à des étudiants qui avaient soutenu leur thèse. Donc, j'avais fait un fond de carte sur Miro et envoyé à tous les collègues de l'UMR pour qu'ils puissent faire une carte virtuelle pour des étudiants qui soutenaient leur thèse en plein confinement. Voilà, c'est une petite utilisation anecdotique. D'accord, ouais, bah c'est bien. Non, Laurent? oui, c'est. En fait, avec Claire, on a conceptualisé notre intervention d'aujourd'hui sur Miro. Et en fait, moi, c'est la première fois que je co-construisais sur Miro dans le cadre d'un webinaire. Donc, ben voilà, c'était une première expérience. Bah, c'était super, en tout cas, génial, hein. Hein. Alors, Gabriel, pour terminer, il y a Gabriel qui dit que pour les post-it, il y a d'autres, oui, il y a d'autres outils, évidemment, comme Jamboard, mais ce n'est pas forcément mieux que Miro en termes d'origine, puisque c'est du Google, mais bon, on utilise tous les différents outils. Le principal, effectivement, c'est que on sache où sont stockées les données.
Voilà, en tout cas, moi, je vous dis un grand merci à vous et belle Merci à vous. initiative d'utiliser, de changer de la pensée PowerPoint, comme on dit, Voilà. en ayant mis la pensée Miro. Donc, un grand merci à vous. Juste pour terminer, je rappelle que ces webinaires ont pour objectif de présenter les expériences des uns et des autres. Il nous reste jusqu'à la fin de l'année deux webinaires. Un la semaine prochaine du collègue encore de l'Institut Agro, mais Agro Campus Ouest. Et puis, pour terminer, on aura l'expérience du réseau Ecotrophelia Hill qui nous parlera également d'innovation, comme le contrat d'apprenance. Claire et Laurent, je vous remercie beaucoup. Gilles, on ne te voit pas en photo, hein, on n'aura pas besoin de te demander le droit à l'image. Ben voilà, tu peux, mais Merci à ça veut dire que tu tous. me donnes ton droit à l'image. Hein. Voilà, Pas de et donc problème. Merci Gilles. encore un grand merci, à Ouais. bientôt, et puis à la semaine prochaine, à lundi prochain. Au Merci revoir. beaucoup. Merci, au Au revoir. Au revoir. revoir.